You have soldiers, Vous avez les soldats, you have spies, vous avez les espions, and now you have hackers. et maintenant il y a les hackers. So the war has begun. La cyberguerre a commencé. We could do On peut faire ce que l'on veut. C'est It's une a guerre, war, et elle ne s'arrêtera jamais. It would never stop. La terre, la mer, le ciel, l'espace, le cyber, c'est un domaine, c'est un endroit, c'est un lieu. 20h40 et quelques, nos 12 chaînes sont toutes tombées en écran noir. Cette attaque était destinée à nous détruire. L'enquête dit clairement un groupe de hackers russes. 3, 2, 1, allez-y pour les 8e Positive Hack Days. Les Russes mènent une cyberguerre. Ils piratent des ordinateurs, sortent des documents et publient ces documents. Avez-vous le moindre doute concernant l'implication du gouvernement russe dans le piratage du Parti démocrate et la fuite de ces documents? Non, aucun doute. Aux États-Unis et dans le monde entier, les hackers russes sont devenus une marque. Je ne vous accorderai pas d'entretien. Dans ce pays, exprimer son opinion est dangereux. On ne veut pas participer au film parce que c'est trop risqué. Et moi, si je me mets dans la peau d'un espion français ou d'un espion américain, vous ne me donnerez pas ces informations-là, vous ne voudrez pas me les vendre? A priori, non. Vladimir le parrain vient et il dit « Maintenant ton parrain a besoin d'un service ». On reçoit un mail, on vous recommande de changer votre mot de passe. Mais la minute qu'on clique le mot de passe, ils peuvent s'en servir pour pirater la boîte mail, pour absorber tous les données qu'il y a à l'intérieur et éventuellement les publier. Tous ces gens qui passent, tous ces visages, en train de se faire voler leurs données bancaires. Ouais, certainement, ils se sont fait prendre leurs données. Ouais. Ici, les hackers s'emparent d'un serveur. Sur cet ordinateur, on voyait que la souris était hors de contrôle. 14 minutes et c'est fini. C'est comme une opération militaire. C'est ce qui est dingue dans cette histoire. Tout le monde accuse le gouvernement russe de hacking, mais personne ne sait qui sont ces hackers russes et pour qui ils travaillent vraiment. Ouais, donc cette histoire, ce serait comme une guerre dont on ne verrait jamais les soldats. C'est ça. Mais comment on fait pour pénétrer cet univers ? Il y avait des cyberattaques. Non. Je retourne à l'école. Je vais essayer d'apprendre le langage des hackers. Bon courage. Ce que je vous propose, c'est qu'on se présente tous, étant donné qu'on a un nouvel élève. Je m'appelle Maxence, je suis en 6e, matière préférée informatique et maths. Je m'appelle Johan, je suis en CM1. Alors moi c'est Étienne, je suis journaliste. Donc là, SSH, espace, pays, arrobase, et là j'ai pas écrit, mais on doit écrire l'adresse, ok? C'est bon? Ouais, LS. Là par exemple, programming, là tout ça tu sais tout utiliser toi. Arduino, c'est tout ce qui est sur une carte, vous devez connaître quand même. Non, bah non. Python, c'est du code comme dans l'invité de commande, mais c'est pas dans l'invité de commande. Du quoi? Du code. Dans quoi? Vous connaissez pas l'invité de commande? Non, c'est quoi l'invité de commande? C'est cette partie, c'est du shell. Quoi le shell? C'est du langage shell. Du langage on shell. parle à la machine, elle parle pas en français, on parle en shell. Tu parles en shell? On peut. Je crois que je suis mal barré. Hein. Très bien. Une fois qu'on a créé le fichier qui porte son nom, on va écrire à l'intérieur, d'accord? Vous pouvez l'ouvrir. Qu'à dire alors, que s'est-il passé dans l'ordinateur? Il y a
C'est quoi un hacker? Un hacker est une personne qui pirate un ordinateur pour récupérer les mots de passe bancaires ou demander une rançon en échange de ne pas supprimer les documents cryptés qu'on a cryptés. Toi, t'aimerais bien devenir un vrai hacker? Oui, c'est ça. Par exemple, les terroristes cherchent un document et sont en train de pirater l'ordinateur du maire. Je piraterai l'ordinateur des terroristes. Quand ils auront pris la donnée qui voudront dans l'ordinateur du maire, je repiraterai l'ordinateur, je prendrai la donnée et je la redonnerai au maire. Notre mission sera de nous connecter sur l'ordinateur qui se trouve au-dessus. Malheureusement, j'ai pas accès à l'ordinateur. Oh non, mince. Est-ce que c'est faisable, vous pensez? Oui. Ah ouais? C'est un travail de hacker, en fait. C'est ça. C'est un travail de hacker, mais on peut se considérer comme des white hats. Ah. Ok? Il y a les black hats et les white hats. On est des gentils hackers. Voilà, on est des gentils hackers. White hat, sécuriser un ordinateur. Black hat, pénétrer un ordinateur pour nuire. Tu parles leur langage maintenant? Non, laisse tomber, c'est pas pour moi. J'ai rendez-vous avec Jean-Marc, alias Faux. C'est un expert en sécurité informatique. Il protège les données des journalistes et des activistes. On va s'attaquer à la configuration du bunker, donc du réseau costaud et sécurisé. Pour notre petite pièce, on va faire l'investigation. Bon, ok, nos ordinateurs sont maintenant sécurisés, mais pour l'instant, même avec l'aide de Faux, aucun hacker white hat ne nous répond. Et moi, ceux qui répondent, ils refusent. Je ne suis pas la personne que vous cherchez, que ce soit clair. Je ne veux pas être impliquée dans un reportage, d'autant moins si l'on aborde des opérations gouvernementales d'espionnage ou de déstabilisation économique ou politique. Quand Faux m'a contacté, je pensais qu'il avait des infos sur une campagne en cours. J'étais prêt à l'aider dans ce contexte qui ne dépasse pas celui de mon travail. Si j'avais su qu'il souhaitait me mettre en relation avec des journalistes, j'aurais botté en touche. Vous êtes fous, les gars, ou vous aimez le polonium et les agents nerveux. J'espère qu'il est là. Hop là. Donc là, j'ai demandé à un de mes amis s'il était OK pour me mettre en relation avec Xylitol. C'est toujours compliqué hein, de convaincre ces gens-là. Xylitol, juste ce qu'il a fait, pour moi, techniquement, il est très bon et pas que pour moi. Il est très bon, ça veut dire quoi? Il s'est fait remarquer parce qu'il a hacké des cybercriminels russes. Mais pourquoi il a fait ça? Le hacker a pénétré son ordinateur et récupéré ses données, ça l'a énervé. Xylitol, il a 26 ans, il fait les 3-8 dans une usine. Combattre des cybercriminels, pour lui, c'est aussi un défi. Mais c'est lui que le FBI a tenté de recruter aussi. Oui, c'est bien lui. Allô? Oui, allô, vous êtes sur la route? Oui, on est quelque part dans l'est de la France. Pourquoi tu me dis pas où? Bah, il veut pas que je te le dise. Si tu as les capacités, les gouvernements vont s'intéresser à toi. Moi, j'ai déjà reçu des mails du FBI, etc., ou même plusieurs agences gouvernementales. On m'a déjà proposé de travailler pour eux. L'analyse du voleur de carte bleue que vous avez faite est très complète et assez intéressante. J'adorerais avoir d'autres informations sur le malware ou son auteur. FBI, Indianapolis. Ils m'ont
envoyé un mail et puis après ils m'ont demandé mon numéro de téléphone, ils voulaient me faire passer un entretien téléphonique. Le FBI. Ouais. Merci beaucoup. Si vous trouvez des informations sur des personnes visant l'armée américaine ou qui semblent proches de l'armée américaine ou qui ont des données qui nous ont été prises, sentez-vous libre de me le faire savoir. Je vous promets qu'ils seront poursuivis. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Agent spécial, commandement des investigations criminelles de l'US Army. On a vraiment essayé de vous recruter. On m'a déjà proposé, mais j'ai toujours refusé parce que justement, je ne veux pas travailler là-dedans. C'est une passion, puis je veux pas que ça devienne une contrainte, en fait. Et les services français, eux, ils vous ont contacté aussi? Non. Je peux pas en parler, là. Je peux pas parler de la France. Pourquoi? Je peux pas en parler. Comment vous avez commencé à rentrer là-dedans? Parce que pour nous, ça peut paraître quelque chose d'assez dingue. Je me suis fait infecter et j'ai cherché à essayer de comprendre ce qui m'était arrivé, en fait, tout simplement de savoir ce qu'on m'avait pris. Et j'ai réussi à remonter jusqu'au serveur en question et j'ai réussi à récupérer mes données. Et suite à ça, je me suis consacré exclusivement à l'analyse de malware. On peut dire virus plutôt que malware? On peut dire virus, c'est un terme plus générique, mais je préfère malware. Les programmes que je catégorise en tant que virus, ça va être des programmes qui vont être destructeurs pour l'ordinateur. Tandis qu'un malware, pour moi, ça va être un programme qui va essayer de pas détruire l'ordinateur et justement d'essayer de rester discret dans le système pour récupérer des informations. Et hacker un hacker, vous ne l'avez fait qu'une seule fois? Non, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Quand vous pénétrez l'ordinateur d'un cybercriminel, qu'est-ce que vous faites? J'essaye de tout pomper. Et il faut être rapide, quoi, parce qu'on ne sait pas si on est détecté ou pas, donc il faut aller vite. De faire une copie de tout ce qu'il a sur son ordinateur, puis après je regarde ça en détail. Quel genre d'informations vous trouvez sur l'ordinateur des hackers? Ça dépend de ce qu'il a laissé sur l'ordinateur en question. Des fois on n'a rien du tout, des fois on a ses photos, son CV, s'il a tapé des trucs sur Word. Donc là j'ai des mots de passe, j'ai des messages privés, j'ai des adresses e-mail, j'ai des messages sur des forums, j'ai un distributeur qui était infecté. Tous ces gens qui passent, tous ces visages, sont en train de se faire voler leurs données bancaires. Ouais, certainement, ils se sont fait prendre leurs données. Ouais. Puis le plus dingue, c'est que j'ai toutes les transactions du DAB de 2003 à 2016. Ils ont plus de facilité à faire ça depuis la Russie que depuis en France, où c'est moins toléré, on va dire. Parce qu'ils ne sont pas plus inquiétés que ça en Russie. Et puis il y a plus de gens qui connaissent le domaine, surtout. Je pense que c'est ça. Oui, pour trouver des cybercriminels russes, il faut aller sur un forum russe. Ok, mais nous, on n'est pas... Enfin, on sait pas faire ça. C'est-à-dire, il faut être codeur, il faut être russophone. C'est sûr que si on essaye tout seul, on va pas aller très très loin. Pourquoi tu ne veux pas qu'on montre ton visage? Tout simplement parce que ça peut quand même être dangereux. C'est fou parce qu'on est à Paris. Bah oui. Là, je crains non seulement les hackers, mais je crains aussi les agents du FSB. Et puis, je ne pourrais même plus espérer de re-rentrer en Russie. Ah oui, à ce point. Oui, à ce point-là. J'ai toujours mon passeport russe, et si je rentre en Russie, je serai peut-être arrêté à la frontière avec Monsieur, vous avez participé au documentaire, vous allez rejoindre la prison. Il est important d'être intraçable. Il pourrait remonter à nos adresses, il pourrait entreprendre toutes sortes d'actions. Pour cela, on va utiliser le VPN. Ça sert à quoi un VPN? Alors un VPN, ça sert à rendre intraçable l'ordinateur et faire croire que l'on est aux Pays-Bas par exemple, alors qu'on est à Paris.
Hop, on y est. On va pouvoir utiliser Tor. En fait, Tor, c'est une forme d'internet parallèle. Il y a la communauté cybercriminelle qui est divisée en plusieurs professions et métiers. Quel métier? Il y a tout ce qui est relatif à la fraude, les services de faux passeports, drogue, on en trouve de tout type. Il y a les armes, c'est un kalash russe. Il le livre seulement dans des cachettes à Moscou, 10 000 €. Sur ces sites-là, il y a aussi des produits qui peuvent venir du hacking. C'est quel niveau de hacking sur le dark web? Alors, sur le dark web, c'est vraiment du très petit niveau. Comme par exemple des cartes de crédit volées, ou des malwares. Et c'est des malwares de très petite qualité. Les malwares, ce sont des cyberarmes qui permettent de prendre possession des machines informatiques. Si j'achète par exemple celui-là à 10 €, qu'est-ce que je peux faire avec? Ça pourrait te permettre, par exemple, d'infecter l'ordinateur de tes parents quand t'as 14 ans. C'est le maximum que tu pourras faire en achetant un petit malware à 10 €. Ouais, mais nous on cherche des hackers de haut niveau qui utilisent de vrais malwares, pas des trucs à 10 €. Si on cherche des hackers d'un niveau supérieur, il faut aller sur des plateformes russophones de hacking. Si Igor, on va sur les forums en disant bonjour, je m'appelle Marina, je suis journaliste. Il se passe quoi? Tu seras probablement banni en 30 secondes. Alors comment on est crédible? Il faut se construire une couverture? Il faut inventer un personnage, il faut inventer un rôle, une fonction particulière, précisément liée à la cybercriminalité, à tout ce qui est black hat. Alors qui on est? Donc déjà on est russe, ça va nous aider à être crédible. Ok, donc on est russe pour avoir un profil crédible, et on a quel âge? On a l'âge moyen sur le forum, qui est entre 25 et 35 ans. Est-ce qu'on peut être une femme? Il y en a peu, il y a très peu de femmes. Et tu vas dire quoi de nous? On est 3, on est 4, on est tout seul? On est un indépendant qui a des capacités techniques. Le forum sur lequel on va s'inscrire, tu ne veux pas donner son nom, c'est ça? Exactement. Le forum est le forum numéro 1, utilisé par la cybercriminalité russe. Il est très sophistiqué, il est très pointu. Et le système de ce forum est considéré comme très solide. Des milliers de deals passent par ce forum, et c'est là-dessus que se construit toute la réputation de ce forum. Pour pouvoir s'y connecter, il faut payer. Le coût d'enregistrement est de 100 $. On ne paye pas évidemment avec sa carte bleue. Pour y accéder, il faut payer en bitcoin. Parce que le bitcoin, c'est anonyme. Le bitcoin, c'est une monnaie virtuelle. On ne peut pas savoir qui a payé et comment, oui. Mais après, on a un délai pour savoir si on est admis sur le forum. Ouais. Oui, j'ai un gars qui accepte de nous parler. Quel gars? Un hacker russe, c'est une source qui lui a parlé de notre enquête. Ça, c'est via tes contacts en Russie? Oui, oui. Et tu le rencontres en vrai? Non, non, ce sera par Skype. Pour l'instant, on connaît même pas son nom. On a juste eu ce contact-là, Zineum 13. À part ça, on sait rien de lui, quoi. Donc. Mais qu'est-ce que je fais? Je l'appelle Zineum 13? On va appeler Zineum 13 et puis on lui posera les questions au fur et à mesure, quoi. Ah d'accord. Bonjour. Добрый день. Pourquoi vous avez choisi ce masque-là? Parce qu'il représente mes hackings, mes activités. Le groupe avec lequel vous travaillez, c'est combien de personnes? Moi et 3 autres, plus un assistant et un stagiaire. Ils sont tous russophones. Pour les commandes, il s'agit essentiellement de la recherche de failles, du piratage des sites et de la récupération des bases de données. Pour ce genre de boulot, le prix varie beaucoup. Ça dépend du volume de travail. Et ça vous a rapporté combien d'argent?
Je ne vous le dirai pas. Et quelles sont les informations les plus sensibles qu'on vous ait demandé? Qu'est-ce qui coûte beaucoup d'argent? J'ai récupéré 20 à 30 comptes de la NASA avec des logins et des mots de passe. Tous valides. Ça, c'est une information que vous avez fournie? Oui, moi et mon équipe. Et à votre avis, pourquoi on vous a demandé ça? Je ne sais pas. Ça me plaisait bien de le faire, je l'ai fait, j'ai touché l'argent, point. Qui vous paye? Est-ce que vous savez qui vous demande ces informations? Pas toujours. Je dispose rarement de ces informations parce que tout se fait de manière anonyme. Le client me contacte par Tor, je ne connais que son adresse mail, qu'il n'utilise qu'une seule fois. C'est impossible à pister. Et à vrai dire, ça ne m'a jamais intéressé de savoir qui est le client. Mais vous attaqueriez des institutions du pays où vous vous trouvez en ce moment? Vous vous attaqueriez à des institutions russes? Je l'ai déjà fait, mais je l'ai fait pour moi, sans transmettre les données obtenues à qui que ce soit, parce que je ne veux pas avoir affaire au gouvernement de ce pays. D'accord, donc là, quand c'est russe, vous gardez les informations pour vous, mais vous les hackez quand même? Oui. J'ai un petit bureau où je garde des disques durs remplis de données. Je pense qu'il y en a pas mal maintenant. Et moi, si je me mets dans la peau d'un espion français ou d'un espion américain, vous ne me donnerez pas ces informations-là, vous ne voudrez pas me les vendre? A priori, non. Vous ne me donnerez pas ces informations-là, vous ne voudrez pas me les vendre? A priori, non. C'est classique. Si on vend quelque chose de russe, bah on sera forcément trouvé et cerné par notre police. Tu ne vends pas de base de données, tu ne vends aucune donnée russophone. C'est interdit sur le forum. Ouais, salut, notre profil a été admis sur le forum. Je reprends l'infiltration avec Igor. Alors on a pas mal d'annonces intéressantes. Ici, on voit un utilisateur qui propose l'accès au ministère des Finances du Ghana. Accès à une grande base de données d'informations sur les banques du pays. Des bases de données de millionnaires. Les personnes les plus riches du Ghana en gros. Et le prix de vente, si tu veux l'acheter tout de suite, est de 50 000 $. Donc là, on est d'accord que tout ce qu'on vit est en temps réel. C'est de la conversation du forum, oui. Ensuite, il y a d'autres utilisateurs du forum qui donnent leurs commentaires. Donc Yakuza nous dit 50 000 $ pour 2 propositions de marchandises, ce n'est pas sérieux. Décris plus précisément ce que tu vends, de quelle année est l'info. Un autre utilisateur freestyle dit Ghana, c'est le pays où les enfants marchent pieds nus. Pourquoi cet argent-là? Ça ne coûtera même pas 50 000 roubles, 700 €. Tous les gens là, par exemple Polik et Camo, ils écrivent comme des Russes? Ben ouais, ils écrivent comme des Russes. Lampedusa nous reprécise sa vente en disant que le Ghana est un des pays avec l'économie la plus stable en Afrique. L'information est fraîche, accès à tous les PC du réseau avec tous les mots de passe. Lampedusa, pour toi, qui est-ce? Lampedusa, pour moi, c'est clairement un groupe. Car il répond simultanément en anglais à d'autres utilisateurs. Donc il y a plusieurs personnes dans l'équipe. Mais là, le Lampedusa qui te répond. Pour moi, Lampedusa est russe, au regard de son orthographe clairement, et de ses expressions. Il est tout à fait crédible. Alors on va essayer de contacter Lampedusa. Yes, Jabber. Est-ce que t'as un Jabber? Une application qui permet une discussion de manière anonyme et confidentielle. Lampedusa pense que nous sommes des hackers? Non. Lampedusa pense que nous sommes des personnes qui peuvent vendre ça à des hackers. Donc je lui ai demandé de m'envoyer des exemples de données. Mais il m'a dit non. Je lui avais proposé 25 000 $. Alors c'est quoi ces conditions? Donner de l'argent au garant. Ok, mais nous on ne va pas donner d'argent. L'acheteur potentiel, lui, il peut faire quoi avec ce genre d'informations? Il pourrait carrément envoyer un logiciel
et effacer toutes les données qui existent sur ce réseau. Et pour vous dire, lorsqu'on parle des finances ou de la comptabilité, effacer toutes les données, ça pourrait créer un sacré bordel au Ghana. Le ministère des Finances du Ghana, les millionnaires hackés peuvent-ils savoir qu'en ce moment leurs données sont en vente sur le forum? Ils peuvent tout à fait passer à côté de cette information. Et s'ils ne passent pas à côté? Le Ghana pourrait être prêt à payer cette somme pour savoir de quelle façon le hacker a obtenu ces informations. Ici, on attend de voir ce qui se passe pour le Ghana. Et toi, de ton côté? J'ai passé plein de coups de fil. Un avocat prétend connaître tous les hackers russes. Je dois le rappeler. Bonjour, nous réalisons un documentaire et on est intéressé par vos clients. Ok, j'ai compris. J'ai beaucoup de hackers. Je connais presque toutes les affaires. Je peux vous mettre en contact avec des hackers, de véritables hackers. Sergei Pavlovitch, par exemple. Il est recherché dans 2 districts judiciaires aux États-Unis. Sergei Pavlovitch a fait 10 ans de prison en Biélorussie suite à une dénonciation de la justice américaine. Il est accusé d'avoir vendu des accès et des données bancaires américaines. Selon un document du département de la justice américain, Pavlovitch et 10 autres complices auraient volé plus de 40 millions de numéros de cartes de crédit. Pavlovitch, il est d'accord pour nous rencontrer. Ah ok, et où ça? À Moscou. Donc il est tranquille là-bas? Et en fait, il se dit repenti. Website. Quand nous avons commencé, nous n'avions que 13-14 ans. J'ai grandi dans une famille assez pauvre. On avait un ordinateur chez nous, j'y passais beaucoup de temps. Par manque d'argent, on était attiré par tout ce qui était relatif à la criminalité. On ne volait pas les nôtres. Que peut-on prendre sur la carte bleue d'un petit employé qui gagne à peine sa vie? Nos concitoyens étaient déjà très pauvres. Ils gagnaient vraiment peu dans les années 90. C'était dur pour eux. Les gens avaient déjà été volés par l'État. Ils avaient perdu leur épargne suite à la chute de l'URSS et aux réformes qui ont suivi. On avait pitié d'eux. On préférait donc prendre le fric des étrangers bien plus riches. Aux États-Unis et dans le monde entier, les hackers russes sont devenus une marque. Je pense que c'est justifié. Je ne vais pas les nommer, mais les personnes qui sont en prison aux États-Unis pour les plus grands piratages de l'histoire sont des Russes. Pourquoi c'est comme ça? Je pense que c'est le climat. Les hivers sont très longs, alors tu restes chez toi, derrière ton ordi. Tu n'as pas envie d'aller dehors. Dehors, il y a de la neige et des ours. J'ai passé 1 an à Kiev, où je me faisais bien mes 100 000 $ par mois. Je me payais des restaurants, des vêtements de marque, des prostituées de luxe. Je roulais dans des belles voitures et j'offrais des cadeaux à ma famille. Je me payais des voyages dans des pays exotiques. Le métier de cybercriminel te rend assez solitaire. Les amis, ce sont surtout tes collègues avec lesquels tu communiques que sur Internet. Dans la vie réelle, on ne se fait pas beaucoup d'amis.
Notre instrument de travail principal, ce sont les forums de hackers cybercriminels. Chaque membre avait son statut et sa réputation. C'est là que chacun se faisait une idée des sujets de travail possibles. Sur ma messagerie électronique, j'avais entre 1000 et 1500 contacts. Ce n'était pas des contacts pour papoter, c'était pour avoir des services précis. Comment travaillent les hackers? C'est souvent par équipe de 5. Il y en a un qui pirate le site, un autre qui récupère les informations sur les serveurs, un autre est chargé de les analyser et de les systématiser, un quatrième les vend et un cinquième assure la couverture du groupe. L'État russe a-t-il tenté de vous recruter? Aucun de mes amis n'a été contacté par les services de l'État, ni mes amis hackers dans la vie réelle, ni mes amis virtuels. Même les plus forts d'entre nous n'ont jamais été contactés pour être recrutés par les services de l'État. Il dit qu'il n'a pas de relation avec les services secrets. Tu le crois? C'est le message officiel. Pas de lien entre l'État et les hackers. Historiquement, de nombreux cybercriminels ont opéré depuis la Russie. Leur réglementation est très laxiste. Le gouvernement russe ne semble pas vraiment vouloir les poursuivre puisque cela rapporte beaucoup de profit à la Russie. Il y a beaucoup d'affaires qui suggèrent que c'est le cas. Et il y a un autre point. La Russie ne fait pas que fermer les yeux sur les criminels. Elle utilise les criminels pour sa propre stratégie. Donc, elle les utilise essentiellement comme sous-traitants pour exécuter certains types d'attaques contre des agences, des institutions et des entreprises. Général, ce genre de cybercriminel peut-il être recruté par les autorités russes? Ce sont des faits ou des élucubrations que l'État emploie des hackers qui ont un passé criminel? Je ne serais pas surpris si des gangs criminels russes travaillaient dans les coulisses de l'État russe. Et de mon point de vue, les gangs criminels russes sont autorisés à faire ce qu'ils veulent, à la condition qu'ils s'attaquent aux étrangers. Mais de temps en temps, Vladimir le parrain arrive et leur dit « Votre parrain a besoin d'un service ». Et ils le font sous sa protection. L'idée d'un Vladimir Poutine qui utilise des cybercriminels, des hackers, pour influencer son jeu politique. Il y a un pouvoir pour qui ce n'est pas juste une idée. C'est le nouveau gouvernement en place depuis 2014 en Ukraine. Il accuse formellement la Russie de tout tenter pour le déstabiliser. Logique, ce nouveau pouvoir ukrainien est pro-occidental. Nous, les Ukrainiens, on comprend mieux les Russes que le reste du monde parce qu'on a fait partie de l'Union soviétique. L'offensive russe sur notre pays a commencé à prendre de l'ampleur depuis la révolution 2014.
Notre communauté est petite, chacun se connaît. Avant la guerre, on collaborait avec les Russes. C'était notre groupe. Une partie des gens travaillaient à Kiev, une autre à Moscou. C'était une bonne collaboration. Et aujourd'hui, vous ne pourriez pas aller à Moscou. Non, non, ce n'est pas prudent. Il n'y a pas d'interdiction officielle, mais c'est mieux de ne pas y aller. Alors on démarre par quelle cyberattaque? Là, on est à la centrale d'Ivano-Frankivsk. 230 000 personnes ont été privées d'électricité. Ah, tu parles de celle de la veille du réveillon de Noël 2015? Ouais, c'est ça. On est venu me chercher quand je travaillais dans ce bureau et on m'a dit « Vassil, on a des interruptions incompréhensibles. Il y a des interruptions là et là aussi. » On a compris que notre réseau avait été infiltré. Sur cet ordinateur, on voyait que la souris était hors de contrôle. Il essaye d'atteindre les disjoncteurs de section. Regarde, il est en train de couper le disjoncteur d'une section de 110 kW. Le curseur bougeait sur les interrupteurs, la souris était hors de contrôle. C'est sûr, il y avait quelqu'un dans la machine. Aux États-Unis, ça aurait été plus grave, parce qu'ils n'ont pas d'interrupteur manuel. Nous, si on se retrouve dans cette situation, on éteint le programme, on prend la voiture et on part à la station pour tout rallumer à la main. Aux États-Unis, la technique est plus développée que chez nous. Nous, on n'a pas atteint ce niveau. Aux États-Unis, ce type d'interrupteur manuel n'existe plus. S'ils avaient vécu la même chose, ils n'auraient pas rallumé si vite. En 2015, la Chambre de commerce et d'industrie des États-Unis a mis en œuvre un programme de financement des PME dans les régions occidentales de l'Ukraine. De nombreux investisseurs étaient prêts à racheter de petites productions. Mais beaucoup d'entre elles doivent travailler avec une alimentation énergétique ininterrompue. Une coupure d'électricité signifie la perte du produit. Du coup, les investisseurs ne voulaient plus investir et rompaient les contrats. Allô? Ouais. Ouais, en fait, bloquer une centrale électrique, ça a plusieurs effets. Ça a eu des conséquences économiques, évidemment. Ouais. Et puis ça sape le moral et la confiance de la population envers son gouvernement, donc tout le monde se braque. C'est exactement ça, parce qu'il y en a eu des dizaines de cyberattaques. Je t'ai parlé par exemple de celle qui a bloqué la signalétique de l'aéroport. Ouais, oui, celle de juin 2017. Voilà, et elle a aussi bloqué les distributeurs d'argent, le paiement dans le métro de Kiev. Et elle partait d'un simple serveur d'une entreprise de comptabilité. Oui, et cette entreprise qui a été hackée, elle ne savait même pas que ses serveurs étaient contaminés, que tout partait de chez elle. C'est ça les serveurs qui ont été infectés par des hackers? Oui, l'attaque par-delà le 27 juin 2017. Nom de l'attaque, NotPetya. Cette entreprise produit des logiciels de comptabilité.
C'est pour cette raison qu'ils ont été installés dans beaucoup de sociétés et d'institutions en Ukraine. Quand les utilisateurs ont téléchargé la mise à jour du logiciel, cela a permis aux hackers de pénétrer toutes ces structures ukrainiennes. Voici le schéma de l'attaque sur une seule entreprise. Ici, les hackers s'emparent d'un serveur, se propagent, interceptent les mots de passe et passent aux autres ordinateurs. Ensuite, ils s'emparent de toute l'infrastructure, prennent le contrôle des 2 serveurs principaux, tout cela en 14 minutes top chrono. 14 minutes et c'est fini. C'est comme une opération militaire. Une entreprise qui a 5000 ordinateurs, NotPetya les a mis hors service en 3 minutes. Au moment de l'assaut, ils pensent que les hackers peuvent être sur place. Et ils ont trouvé quelqu'un? Ils ont arrêté quelqu'un? Bah non, ils ont interrogé tous les employés et personne n'a été identifié. Nous aussi, nous avons été victimes de ce virus. Certains de nos serveurs ne sont toujours pas entièrement rétablis. Si nous avions été une petite société, nous serions déjà morts. On ne veut pas se montrer en victime, ou même se justifier, parce qu'on ne veut pas s'enfermer dans ce rôle. Vous comprenez, on ne veut pas participer au film parce que c'est trop risqué. On peut dire que nos infrastructures informatiques servent de terrain de jeu pour tester des logiciels de piratage et des tactiques d'invasion. Nous travaillons avec tous ceux qui veulent aider les forces de l'ordre et neutraliser les cybercriminels. Parmi eux, il y a un groupe, la Cyberalliance. À ce jour, ces partenariats ne sont pas très clairs d'un point de vue juridique. Mais on fait le maximum pour bien fixer ces mécanismes. J'ai choisi un endroit spécial pour nous. Vous savez, un endroit où on ne sera pas suivi. Un endroit où on ne pourra pas nous voir. Ils doivent être prudents. Oui, il faut faire attention. Dans ce contexte, il vaut mieux être prudent. I hate this thing. Don't like it. We are not ready to reveal our true identities because the topics we are working with are pretty sensitive. It's intelligence, including military intelligence. We are hackers. We break into system, we collect information. Est-ce que c'est une forme de contre-attaque? During the last several years, we were able to break thousands of accounts of Russian officials, Russian military. We're trying to protect ourselves. Recently, we found access to parts of Russian critical infrastructure, including power plants and other areas, but we still prefer not to use this kind of stuff. We will not cause damage to civilians, even in Russia.
We have informal relations with different government structures. If we have information that could be of interest for our military or security services, we show them information and then they could proceed legal and official methods to investigate it further and take some actions. It's a war. And this war is global in nature. It's not limited to software or traditional intelligence. I think that the main weapon in this war is a new type of organizations. It's small groups loosely connected to each other. It's more effective than establish some kind of centralized cyber units. Our activity and activity of our Russian counterpart shows exactly that. On va rencontrer un des mecs avec qui personne n'a jamais parlé. Il fait partie, lui aussi, d'un des groupes de la cyberalliance ukrainienne. Il ne voudra pas nous révéler son identité. Je ne connais même pas son nom. Je ne sais pas qui il est. Il m'a simplement dit de le retrouver à un certain endroit. C'est tout. Venir ici avec votre ordinateur, c'était impossible? Oui, ce n'est pas que je ne vous fais pas confiance, les gars. Mais après 4 années à travailler sur la propagande russe, les espions, on ne déplace pas nos données, à l'exception d'endroits très sécurisés. Quand vous passez 5 ou 6 heures par jour à hacker l'administration russe, j'aurais presque pu perdre ma famille. Vos proches savent-ils ce que vous faites? Non, pas tous. Pourquoi? Je ne veux pas les rendre nerveux. Je me considère comme un soldat qui fait ce qu'il a à faire pour aider l'Ukraine à gagner cette guerre. Nous n'avons pas les ressources pour de grosses cyber-armes. Nous faisons ce que nous pouvons avec ce que nous avons. Et ça marche. On obtient beaucoup de données. Voici un exemple. On a créé un site web, une simple page, Armée de Nouvelle-Russie, et vous pouvez vous inscrire. Vous mettez votre surnom dans l'armée, votre adresse mail, votre mot de passe, et une fois que vous êtes enregistré, une page s'affiche pour vous remercier et assure que le site sera actif dans 20 jours. Et c'est un faux site? Oui, bien sûr. Et voilà les données que nous avons volées avec notre faux site. Vous avez les logins, les surnoms, les mails, les mots de passe. La plupart d'entre eux se sont inscrits en tant que soldats de l'armée. Et quand ils ont compris que ce site n'était pas pour eux, on a changé le logo avec celui des services secrets ukrainiens. C'est vraiment pas cher à faire et c'est malin. Oui, on a de très bons résultats. Pour environ $100, on a récupéré les données d'1 millier de personnes. Nous avons d'autres moyens de les infiltrer, qui sont toujours actifs et dont je ne parlerai pas. Depuis le début de la guerre, nous avons eu beaucoup d'informations sur l'armée russe, et nos militaires y ont eu accès pour défendre notre territoire. Finalement, vous êtes comme les services de renseignement russes, vous utilisez des hackers. Vous ne m'avez pas bien compris. Nous utilisons Cyberalliance pour vérifier des sites uniquement à l'intérieur de l'Ukraine, nos propres ressources d'information. Nous ne les utilisons pas pour nous attaquer aux ressources d'autres pays. Mais ces groupes peuvent travailler à l'extérieur parfois.
Je vois ce qu'il veut dire, oui. Regardez, chaque organe judiciaire agit dans le cadre de son mandat. Le SBU n'a pas mandat à travailler à l'extérieur de l'Ukraine. Nous n'en avons pas le droit, avec ou sans autorisation des juges. Notre tâche se cantonne au territoire de l'Ukraine. Notre fonction, c'est la sécurité de l'Ukraine. Le président Vladimir Poutine dément utiliser des hackers et cibler l'Ukraine. Depuis 2016, l'Ukraine n'est plus seule. Les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays occidentaux se disent eux aussi victimes de cyberattaques russes et pointent du doigt les services de renseignement du Kremlin. Avez-vous le moindre doute concernant l'implication du gouvernement russe dans le piratage du Parti démocrate et la fuite de ces documents? Non, aucun doute. Avez-vous le moindre doute que des responsables du gouvernement russe aient été parfaitement au courant de ces activités? Aucun doute. Les Russes ont bien interféré dans nos élections pendant la campagne de 2016. Tu vois, tout se passe pendant les élections présidentielles américaines de 2016. Ouais, le boss du FBI accuse les Russes d'avoir hacké les emails du Parti démocrate. Ça aurait fragilisé Hillary Clinton, qui représentait alors le parti. Plusieurs mois plus tard, Hillary Clinton perd les élections. C'est Julian Assange qui avait publié le hacking des emails sur son site Wikileaks. Ouais, Assange qui s'est réfugié dans l'ambassade d'Équateur à Londres depuis juin 2012. Justement parce que lui, il redoute la justice américaine. Oui, la justice américaine, elle cherche à le juger pour la publication de documents militaires et diplomatiques secrets. Mais en 2016, tu te souviens, quand on l'avait interviewé, il ne nous avait pas parlé du hacking d'Hillary Clinton, hein. Non, mais il nous avait quand même dit qu'il travaillait sur Hillary Clinton et sur sa fondation. Julian Assange, merci de nous recevoir. Vous êtes ici depuis 1902 jours. Oui, Hillary Clinton se présente aux élections. La fondation Clinton se présente sous l'angle de la charité en théorie. Mais en fait, c'est un outil pour les Clinton, un outil politique pour les Clinton. Un outil d'influence pour créer un réseau et créer une organisation. Si vous observez la façon dont la Russie a évolué sous Vladimir Poutine, vous dites que c'est une sorte de démocratie dirigée par un État autoritaire qui s'opposerait aux formes modernes de la démocratie. D'accord, bien, selon moi, la fondation Clinton est la même chose en Occident. Un outil autoritaire. Julian Assange est un ennemi de l'Amérique. Il prétend ne pas savoir d'où viennent ses emails. Je pense qu'Assange était de mèche avec l'État russe. Au départ, quand on nous a prévenus de l'intrusion dans le Parti démocrate, il y avait tous les aspects d'une affaire d'espionnage. Et ça, on s'y attendait, honnêtement. Ce n'est que lorsque les données volées lors de ces piratages ont commencé à sortir publiquement que l'on a compris que quelque chose d'autre était en train de se passer. Que ce n'était pas de l'espionnage traditionnel à des fins politiques, mais qu'il y avait une tentative d'influence sur la campagne en cours.
On a utilisé avec les Russes des canaux de communication directs que l'on avait mis en place spécifiquement pour les cyberincidents. Nous avons utilisé ce réseau pour la première fois afin de prévenir les Russes de la gravité de la situation. On leur a fait savoir que nous étions au courant de leurs agissements et que nous n'apprécions pas ce qu'il se passait. Et on leur a demandé d'arrêter ce genre d'agissement. Mais le gouvernement russe, il dément, non? Évidemment. Mais je n'attendais pas d'eux qu'ils réagissent autrement. Ça fait partie du fonctionnement des relations internationales. Mais vous êtes sûr de vos informations? Vous êtes sûr que ce sont les Russes? J'en suis totalement convaincu. Ok, ils accusent des hackers russes. Mais ils ont des éléments concrets? En tout cas, ils désignent un groupe de hackers russes appelé APT28 Fancyber. Fancyber, une équipe de hackers. Des traces d'ours. Fancyber, les ours chics. Fancyber, alias APT28. Durant nos investigations sur APT28, nous avons trouvé beaucoup de traces. Nous avons trouvé 550 malwares, voire plus. Nous avons identifié plus de 500 hébergeurs ou adresses IP utilisés par ce groupe lorsqu'ils attaquent. Il y a donc une énorme infrastructure de machines compromises ou de fausses pistes qui ont été utilisées pour ces attaques, et on en a trouvé 500. Il y a suffisamment de critères qui coïncident pour dire qu'on a identifié APT28. Allô, Marina? Ça bouge sur le forum. Comment on peut être sûr que Lampedusa est sérieux? Son niveau de sérieux peut être démontré par le fait qu'il ne s'est toujours pas fait bannir du forum, avec tout ce qu'il a proposé et vendu. Et il a fait des ventes équivalentes à plus de 100 000 $. Et là, Lampedusa, il propose quoi? Lampedusa propose l'accès à un système juridique aux États-Unis. C'est où? C'est un État aux États-Unis. D'accord. On ne sait pas quel État. Il dit que dans le réseau, il y a 12 000 PC et serveurs, des bases de données d'avocats, de juges, de procureurs et de personnes du FBI. Et il propose un prix équivalent à 150 000 $. Celui qui va acheter pour 150 000 $, il aura la possibilité de détruire 12 000 PC d'un État, utilisés par des avocats, des juges, des procureurs et même le FBI. Absolument. L'acheteur pourra lire par exemple ce qu'écrit un juge sur son ordinateur. C'est ce qu'il dit. Accès complet au système juridique d'un État. Est-ce que pour toi il y a des chances que cela soit vendu? Il y a des clients pour acheter ça? Mais ça a été acheté. Solde. Avec ta connaissance de ce forum, pour toi, qui est l'acheteur? L'acheteur, ça peut être un ennemi de l'Amérique. Comme ça peut être le FBI. Pour racheter leurs propres données, c'est ça? Oui. Les Américains accusent un groupe APT28 Fancyber. Est-ce que ce groupe peut acheter ce que Lampedusa vend? Tout à fait. Lampedusa peut être fournisseur parce que ces groupes-là pourraient être intéressés pour récupérer ce genre d'informations et être les premiers acheteurs. Et Lampedusa peut même provenir d'un de ces groupes, où il peut y être associé d'une façon ou d'une autre. Il peut y avoir des personnes des services secrets russes. Les services secrets russes ont une attention particulière envers ce forum. Pourquoi alors? Autant pour recruter que pour suivre les dernières tendances, que pour voir ce qui se passe dans la communauté. J'ai identifié 3 personnes liées au FSB sur ce forum russophone, l'un des plus importants. Je dis FSB parce que je les connais. J'ai été à Moscou, au siège du FSB. À l'époque, on collaborait étroitement avec le FSB. Au FSB, il existe 2 unités dédiées aux opérations cyber. Elles sont responsables des cyberopérations à travers le monde.
Vous ne pouvez pas aller sur les forums et dire « Hé les gars, j'ai besoin de quelqu'un pour organiser une attaque contre un président ». Non. Les officiers du FSB sont eux-mêmes très qualifiés. Ils sont présents sur les forums depuis des années. Et ils connaissent ce gars qui peut créer un malware, un autre qui va s'occuper d'une diffusion très efficace du malware, un autre gars qui va gérer le financement. Un autre gars, un groupe, va infiltrer les réseaux pour répandre le malware. Au dernier niveau de cette opération, seul l'officier du FSB sait ce qui se déroule, le pourquoi et comment tout ça fonctionne. Et c'est l'officier du FSB qui détient le bouton sur lequel appuyer pour déclencher l'attaque. Allez-y! Pour les 8e Positive Hack Days. L'idée est assez simple. Il y a 2 appartements et chacun a son compteur. Un compteur électrique ordinaire. Les hackers essayent de se connecter au réseau avec leur logiciel et leur intelligence pour changer les données des compteurs. On a réussi à hacker une filiale de la centrale électrique, ce qui a impacté le fonctionnement de l'usine. Je voulais savoir, est-ce qu'ici on a une chance de trouver un membre de FanCyber? Je sais pas. Ils m'ont demandé de pas dire qui ils sont. Moi j'en ai pas rencontré. Mais je crois que ce sont des groupes bien. Nous sommes des gens bien. C'est ce qui est essentiel, être une bonne personne. Vous dites que vous êtes des gens bien, mais aux États-Unis, on vous accuse de beaucoup de choses. Je ne vais pas commenter la politique. Pourquoi? C'est dangereux? Je pense que ce n'est pas mon affaire. Merci, il faut que je m'en aille. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez du groupe FanCyber? Je pense que l'existence de ce genre de groupe de hackers est inévitable. Car la lutte entre différents pays dans le cyberespace est elle-même inévitable. C'est comme l'espionnage ordinaire en fait. On ne peut pas s'en passer. Un certain Oleg accepte de nous parler. C'est un hacker. Ici, il est reconnu. Qui est FanCyber? FanCyber, oui, oui. Je n'ai rien à voir avec les services secrets. Donc ce que je vous montre là, c'est juste une blague. C'est juste une blague. Toute cette histoire avec FanCyber, Cozyber et toute cette famille d'ours imaginée par les médias, ça me rend dubitatif. Où sont les preuves? Qui crie le plus fort au voleur, si ce n'est le voleur lui-même? Les États-Unis. Quel est le plus grand voleur? Ce sont les États-Unis, soyons francs.
C'est évident. C'est la CIA et la NSA qui sont derrière les programmes d'espionnage globaux. Mes connaissances qui vivent en Occident m'ont toutes demandé si je travaillais pour les services secrets, si on défendait bien Poutine, etc. J'ai noté que, depuis 1 ou 2 ans, un changement très net s'est produit dans l'opinion publique. Avant, mes copains occidentaux venaient en Russie, ils me fréquentaient sans me voir comme une menace. Aujourd'hui, même des experts scientifiques ont peur de venir en Russie. On est retourné au positive Hack Days. Il paraît qu'il y a un conseiller de Vladimir Poutine. Il a été ministre de la communication et des médias. C'est son conseiller cyber. Monsieur le ministre, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui au positive Hack Days? Je comprends un tout petit peu. Monsieur le ministre, réfléchir. Ну, эти не совсем оголтелые. Их с двух сторон контролируют. Там, с одной стороны Меркель, с другой стороны Макрон. Давайте. Une question. Est-ce que cette génération de hackers que l'on voit ici, elle est importante aujourd'hui pour la Russie? Это вопрос политический, провокационный. Нет, абсолютно. Вот это поколение хакеров. Я прекрасно понял этот вопрос. Я бы не подходил к этому как к поколению хакеров. Да? Все-таки здесь собрались люди, которые на стороне добра. Да? То есть это белые специалисты. Si on cherche des groupes comme Fansibir ou Kozibir, il ne faut pas les chercher ici. То есть, если идет поиск групп типа Консибир, Фансибир, не надо их здесь искать. Это не про них. Il ne s'agit pas d'eux. Le président Poutine, il s'intéresse à la cybersécurité uniquement en termes défensifs ou aussi en termes offensifs. Est-ce que protéger la Russie, mener des attaques, c'est quelque chose qu'il surveille et qu'il supervise? Вы хотите меня поймать все время, да? Это их тема. Это их тема фильма. Я понимаю. Президент очень озабочен безопасностью страны, нашей страны, и делает все, чтобы наша страна чувствовала себя в этой безопасности. Tant qu'il n'y a pas de régulation justement au niveau international, est-ce que tous les États n'en profitent pas pour espionner, attaquer leurs voisins? Когда нет правил, то все склонны их нарушать. Quand il n'y a pas de règles, tout le monde a une tendance de les violer. Нет, даже не нарушать-то нечего, а делать все, что угодно. Bon, dans cet univers, on ne peut pas établir formellement et avec certitude une culpabilité. Hein. Tout est sujet à manipulation. Bah oui, c'est tout l'intérêt de cette arme. Ça fait des cyberattaques l'arme parfaite. Voilà, c'est ça le but. On a un expert APT28 Fancyber. Raphaël Sater, journaliste d'investigation. Il bosse depuis des mois sur une liste. Quelle liste? Une liste de victimes ciblées par APT28 Fancyber. Comment ils les ont piratées? Très simple. Des spams piégés.
J'ai obtenu une liste d'une compagnie qui s'appelle SecureWorks et eux s'étaient rendus compte que Fancy Bear a fait une erreur. Donc ils ont pu, grâce à cette erreur, suivre un petit peu le travail de Fancy Bear pendant des mois et des mois et des mois. C'est comme ça qu'ils ont créé cette liste et c'est 1 an après qu'ils ont décidé on va partager cette liste avec la paix, donc avec moi, et que j'ai pu l'exploiter et après contacter les gens qui étaient sur cette liste. Hello, Vanya. I just wanted to talk to you, and the only thing that I can say is that you were targeted. This would have been on March 18th, 2015, at 10:06. On a à peu près 4700 personnes qui ont été ciblées entre 2015 et 2016. De ces 4700 personnes, j'ai parlé à peu près avec 300. Ces gens qui ont été ciblés, beaucoup d'entre eux ont eu leurs données fuitées et c'est là où on a fait la liaison avec les démocrates en 2016. John Podesta, le chef de campagne de Hillary Clinton, les fameuses femmes de Pussy Riot. Il y avait Khodorkovsky, ce fameux oligarque que Poutine a fait partir en exil. On comprend que chaque cible a été choisie pour une raison qui est sensible, qui a à voir avec les services secrets russes. Certaines cibles sont inconnues en dehors du monde russe, donc si c'est pas les Russes, c'est quelqu'un qui perd drôlement son temps. Bonjour, merci de me laisser un message. La liste des victimes de Raphaël Sater montre aussi qu'APT28 Fancy Bear s'est fait passer pour des hackers qui se revendiquaient de l'État islamique. Leur pseudo, c'est le Cyber Califate. Ils utilisent même le drapeau du groupe terroriste. Du coup là, on contacte Laurie, une mère de famille américaine, épouse d'un militaire. Son compte Twitter a été piraté. Je pensais que c'était Daesh, jusqu'à ce que Raphaël m'appelle. Je n'aurais jamais pu croire que c'était les services secrets russes derrière ça. J'aurais jamais pensé. J'étais sur le parking de l'école de mes enfants. Ça s'est passé très vite. Un membre des forces spéciales est venu chercher mes enfants à l'école. Dans un premier temps, j'ai eu très peur parce que c'est exactement ce que l'État islamique cherchait à provoquer chez les familles de militaires. C'est l'objectif des organisations terroristes. Quelques jours plus tard, en France, la chaîne de télévision TV5 Monde est hackée par le cybercalifate. Combien de jours après Laurie, la mère de famille américaine? 54 jours. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. L'heure du grand oral a sonné pour Mark Zuckerberg, le patron de Facebook va s'exprimer. Le 8 avril 2015, 20h40 et quelques, nos 12 chaînes sont toutes tombées en écran noir en même temps. Et je vois que sur des captures d'écran qu'on me fait parvenir, sur nos sites, sur nos réseaux sociaux, je vois des messages donc menaçant le porte-avions Charles de Gaulle, le président de la République François Hollande, les marins français en Méditerranée, des messages signés Cybercalifate qui dit agir pour le compte de l'État islamique. Nous avons passé, après cette attaque, 6 mois pendant lesquels on ne savait pas si on se relèverait de cette attaque. D'abord parce qu'à mesure qu'on reconstruisait nos systèmes, ils retombaient régulièrement. Et donc, cette enquête, elle a démontré 2 choses. Un, que cette attaque était destinée à nous détruire. La deuxième chose, c'est que donc les attaquants n'étaient pas ce cybercalifate, mais un groupe de hackers russes, donc connus sous différents pseudonymes. Fancy Bear ou APT28 est actif depuis les années 2000 de ce qu'on sait. Et ils sont intéressants parce qu'ils font ça depuis tellement longtemps. Ils sont plutôt doués, mais ils ne cachent pas toujours suffisamment bien leurs traces. Quel est l'intérêt pour APT28 Fancy Bear de parfois laisser des traces?
Si vous souhaitez faire quelque chose anonymement dans un but politique, il faut que ça se sache, notamment votre adversaire, pour qu'il puisse réagir d'une façon qui vous serve. Vous devez faire comprendre que c'était bien vous. Rien de trop évident qui pourrait être utilisé par un tribunal. Juste faire comprendre à votre adversaire que c'est bien vous. Tout va bien. J'ai dit à tous les journalistes de la délégation française de se coordonner pour savoir qui pose des questions sur quel thème. D'accord. Vous parliez avec vos confrères. C'est que 2 questions par pays. On peut pas. Et après, on ne pourra pas prendre le micro en plus ou quoi que ce soit. C'est la règle, elle est imposée par les Russes, c'est comme ça, il n'y aura pas de... Ah, c'est les Russes qui ont imposé, d'accord. Ouais. Bon, bah, je vais voir, on va essayer de dealer avec les collègues alors. Merci. Alors, vous avez dit quoi? On a Nord-Corée et Iran dans une même question. Ouais. Et est-ce que vous avez abordé le thème des cyberattaques aussi? Tant qu'à faire, tu vas. Christophe Decroix, RTL, va poser notre question. Je pense que c'est la question, quoi. Ok? Je vais essayer. Christophe Decroix pour RTL. Bonsoir. Vous avez évoqué les cyberattaques ensemble. Il y a eu récemment un rapport américain qui accuse une nouvelle fois la Russie, qui demande de nouvelles sanctions. Est-ce que vous craignez l'un et l'autre qu'il y ait sur ce sujet-là aussi une escalade? Merci. Il y avait des cyberattaques. Да. Значит, я вам могу сказать и про кибератаки, и про пикировки в прессе, и так далее, и тому подобное. Действия всегда встречают противодействие. Всегда. И чтобы не было противодействия, которое кому-то не нравится, нужно договориться о правилах этих действий, о правилах поведения в тех или иных сферах. Вот когда-то, когда человечество изобрело ядерное оружие, атомную бомбу, все поняли, насколько это опасно, и договорились о том, каковы должны быть правила для того, чтобы не случилась трагедия. Вот сейчас совершенно очевидно, что киберпространство – это важнейшая сфера жизни, деятельности миллионов людей. Давайте договоримся о том, как мы здесь будем работать совместно. Договоримся об общих правилах, выработаем механизмы контроля соблюдения этих правил. Ok, donc le président Poutine compare le cyberespace à la bombe atomique, il demande des règles mondiales pour ne pas qu'elle explose. Donc pour lui c'est un sujet important et en même temps il n'y a aucune reconnaissance officielle des cyberattaques. Bref, on est loin de Konstantin Kozlovski, ce cybercriminel qui affirme avoir travaillé pour les services secrets russes et lui, il est en prison. Facebook de Konstantin Kozlovski. En 2008, j'ai été recruté par des représentants du FSB. Ok, donc là, il enfreint la règle numéro 1, ne pas dire qu'on travaille pour les services secrets. Le 18 mai 2016, les services de sécurité russes m'ont arrêté pour détournement de fonds de compte d'une banque russe. Là, c'est la règle numéro 2, ne pas toucher à la Russie. Dans une lettre à ma femme et à mon avocat, j'ai révélé mon implication dans les cyberattaques contre les États-Unis pour le compte du gouvernement de la Fédération de Russie. Bonjour Constantin, peut-on communiquer ensemble? Bonjour, posez vos questions en anglais ou en russe en utilisant uniquement la messagerie Telegram. Laissez-moi vous poser une première question. Qui êtes-vous? Un activiste, un proche, l'avocat de Constantin? Bonjour, cette page Facebook est tenue par l'homme de confiance que Constantin a choisi. Posez-lui vos questions, nous lui donnerons dès que possible.
mais ce processus est très long. N'écrivez que sur Telegram, pas de nouvelles, ça ne dépend pas de moi. Je vous ai dit que cela peut prendre 1, 2 ou 3 semaines. Bonjour, le 15 mai à 11h30, il y aura une audience au tribunal. Tous les gens qui sont ici avec moi ont été des exécutants des ordres du FSB qui nous a recrutés quand on était jeunes. La loi ne vous permet pas d'aborder ces sujets ici. Mais ce sont des questions qui préoccupent le monde entier. Et vous, la Russie, vous mentez au monde entier. Je vous prie de vous abstenir d'employer ce genre d'expression, surtout à mon encontre. Vous ne pouvez vous prononcer que sur la détention provisoire. C'est ce que j'essaie de faire. Non, vous essayez de nous dire de quoi vous êtes accusé et comment vous avez été recruté par le FSB. Nous ne sommes pas là pour ça. J'ai rédigé des lettres de réclamation et de contestation, mais je n'arrive pas à les faire parvenir à qui que ce soit. Pour le faire, il me faut une autorisation, mais on me la refuse. Je vis dans un isolement total. Tous mes mots sont déformés. Je ne sais pas si ce que je transmets via mon avocat est utilisé tel quel, sans déformation de mes propos. Merci. Et désolé si j'ai encore dit des choses non autorisées. Merci d'être venu. Je ne vous accorderai pas d'entretien. Vous et moi vivons dans des pays très différents. Vous avez des lois honnêtes, alors qu'ici on peut se faire arrêter n'importe quand. Je vous demande de me comprendre. Dans ce pays, dire la vérité et exprimer ses opinions est dangereux. Les proches de Constantin ne veulent pas parler, son avocate ne veut pas parler, les enquêteurs ne veulent pas parler. Alors est-ce que Constantin veut se protéger? Est-ce que c'est un cri de désespoir? C'est impossible de savoir ce qui le pousse à dénoncer le pouvoir russe. Ce sont des hackers d'État qui se sont professionnalisés à partir de... Enfin, ils étaient d'abord des cybercriminels et ils ont été recrutés pour être des mercenaires. En fait, en Russie, parfois les notions se mélangent. Donc Constantin, quand il nous dit « j'ai été recruté par le FSB » et la Russie ment au monde entier, toi tu le crois? Moi, par rapport à mon expérience, j'ai tendance à le croire, ouais. Constantin. Son destin, pourrir en prison en Russie. Tout ça parce qu'il a dénoncé le FSB. C'est l'une des pires choses qu'on puisse faire. Parce que ça touche directement à tout le système du président actuel, qui vient lui-même du FSB. Tout le monde sait que ce ne sont pas des choses à faire en Russie. Laissez-moi être très sincère, ok? Tous les pays volent des informations. Un jour, quelqu'un est venu me voir et m'a dit « C'est une chose horrible que les Russes aient volé les emails du Parti démocrate. » Je lui ai répondu « Oui, c'est horrible. Mais c'est normal. C'est ce que font les États entre eux. Je peux vous le dire de mon propre point de vue. Si quelqu'un venait me voir en tant que directeur de la NSA et me disait
On a un accès aux communications internes du parti Russie Unie, celui de Poutine, et qu'il me disait « qu'est-ce qu'on en fait ?» Je lui dirais « prenez-les ». Donc en ce qui concerne le vol des emails, la Russie n'a pas à avoir honte. C'est nous qui devrions avoir honte. Nous étions supposés les protéger. Mais les Russes sont allés plus loin. Comme je l'évoquais, ce n'est pas du simple cyberespionnage, c'est de l'influence masquée. Ils ont pris les informations et les ont transformées en une arme, en les transmettant à Wikileaks, DCLeaks et d'autres plateformes, en renvoyant ces informations dans la société américaine pour perturber le dialogue politique. C'est différent. Beaucoup de gens pensent que c'est une nouvelle guerre froide. Je ne suis pas d'accord. Une guerre froide a besoin de deux superpuissances, mais la Russie n'est pas une superpuissance. Poutine veut être vu comme une grande puissance, mais il ne l'est pas. Et s'il ne peut pas progresser pour égaler l'Union européenne, l'OTAN ou les États-Unis, s'il ne peut pas faire ça, alors son seul choix, c'est de faire ça, et d'essayer de nous mettre à son niveau. Voilà le but de ces campagnes. Que se passe-t-il, Étienne? Les États-Unis donnent des noms et des visages à des attaques attribuées au groupe FANCYBER APT28. APT28, FANCYBER aurait maintenant un visage et en plus une fonction. Ce seraient tous des agents du GRU. Le GRU, c'est un peu comme le FSB, mais en version militaire. Les Américains, rejoints par les Néerlandais, présentent même des preuves. Ils ont des preuves matérielles irréfutables selon eux. Des billets de transport, des notes de taxi, le taxi qui part depuis l'immeuble du GRU. Bon, et les Russes, ils nient, toujours. D'autres pays se sont joints en plus à l'Amérique, le Royaume-Uni, la Suisse, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, mais pas la France. La France, elle reste sur sa position, et sur cette question de la position française, on a interrogé un Français. Monsieur le Président, les services de renseignement américains et britanniques accusent la Russie de mener des cyberattaques contre les pays occidentaux. Partagez-vous ce constat? Alors, la France, jusqu'à présent, a suivi une ligne et une stratégie différente de nos alliés particuliers britanniques et américains. Nous n'avons jamais procédé à des déclarations, condamnations ou attributions publiques en matière de cyberattaque. Étienne, ça bouge sur le forum. Lampedusa a encore des données américaines à vendre.